Il y a 14 000 ans débutait l'Holocène, une nouvelle ère géologique marquée par le réchauffement climatique et la disparition des glaciers de l'âge glaciaire. Les cimes de la montagne insulaire se dévoilaient, laissant apparaître des paysages minérales, arides et décharnés. Au milieu des pics acérés, de modestes cuvettes retenaient un peu de cette eau issue de la fonte des glaces, formant alors de petits lacs d'altitude. Ces pièces d'eau sont très variables selon l'importance et la profondeur du calice qui les accueille. Elles miroitent au soleil, apportant une touche bleutée au paysage lunaire de la montagne corse, où dominent les teintes grisâtres et ocres de la roche, le vert clair ou sombre des landes et des fruticées d'altitude. Ces retenues d'eau sont d'une importance capitale pour cette montagne stérile et désertique, car elles sont source de vie. Elles forment des microcosmes uniques où se développe une flore et une faune étonnantes, rares, exceptionnelles, parce qu'inféodées à ces seuls milieux extrêmes. Oh, le lac de Bastagne, il a la forme d'un cœur. J'espère que nos compères en noteront la dimension romantique. Oh, un sac. Ah, Paul. Paul, toujours joyeux, toujours de bonne humeur, en quête de nouvelles découvertes, de fabuleux trésors, portant toujours un regard bienveillant et protecteur envers ceux qui l'accompagnent. Et j'ajouterais, toujours prêt à rendre service. Eh. Du pain de mie, ça peut toujours servir. Mais le pâté qui va avec le pain. Basta au pâté. Le week-end, ça suffit. Ça, c'est high-tech, hein? Ah, ça, c'est à moi. Une doudoune. C'est vraiment magnifique ici. Pour moi, ce lac, c'est vraiment le plus joli. Parce que quand tu le regardes tout en haut du sommet, il a la forme d'un cœur. Oh! Hop, que ça c'est beau, ça, un petit maillot. Tu trouves pas? Mais enfin, Polo, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé un sac. Enfin, ce sac appartient à quelqu'un. C'est quelqu'un qui a dû le poser là et faire un tour, il va le récupérer. Hein. En même temps, je vais t'expliquer le concept de l'aventurier. C'est comme à la mer. Tout ce que tu trouves en montagne, ça t'appartient. Et ça, c'est à moi, c'est mon maillot. Non, ce n'est pas un maillot. C'est un slip. C'est du pareil au même. Ça peut servir. Ça doit appartenir à un scientifique qui est venu il y a quelques années en arrière étudier le lac. Car il y a quelques années en arrière, il y avait des scientifiques qui sont venus étudier, faire des prélèvements et analyser l'eau du lac de Bastagne ainsi que les autres lacs du Zérenoz. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Oh non. C'est pas mal. Eh oui. Belle vue de profil. Alors, dis-moi, ce lac, c'est un lac sous verrou ou sous moraine? Alors, le lac de Bastagne, c'est un lac sous verrou.
Alors là, j'ai bien fait le croquis, avec bien entendu le glacier. Hein. Aujourd'hui, il n'y est plus, depuis 15 000 ans, il a disparu. Donc autrefois, tu avais le glacier qui recouvrait complètement le lac. En dessous, dans la continuité, tu avais le lac de Nielouch, il était aussi recouvert de glace. Et là, où tu vois à la fin du petit lac, là, tu as le verrou aujourd'hui, qui était aussi sous le glacier. Et quand la glace a fondu, le lac est apparu. Et en dessous, Nielouch, tu avais Ah, ça, c'est la moraine. les blocs de pierre. Parce qu'en fait, il y a tous les blocs de pierre avec la force du glacier qui se sont poussés en périphérie et qui ont formé comme une digue en bas de l'autre lac. Et ça l'a fermé. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. On s'imagine bien à l'époque comment ça devait être. Et les scientifiques, ils n'étaient pas fous. Parce que pour plonger à 30 mètres de fond, il leur fallait des habits techniques. C'est-à-dire que si tu te couvres bien les bonnes parties, tu ne risques rien. Tu peux plonger tranquillement. Tu vas pas mettre ça quand même, c'est le slip de quelqu'un. Et pourquoi pas? C'est pas mal ça. Et même extensible, tu vois. Tissu très extensible. Technique, c'est du stretch. Ah ah ah. Paul Paul Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit. Le monsieur du slip. Il est là. Hein? Mais il y a le monsieur du slip. Oh punaise. Comme tu l'as si bien dit, Paul, ce lac de Bastagne, à l'instar des autres lacs de Corse, fait l'objet d'un suivi régulier de la part des scientifiques, qui étudient notamment l'impact du changement climatique sur ces biotopes remarquables. Ils effectuent chaque année des prélèvements dans les eaux froides de ce petit bassin et étudient l'évolution des micro-organismes prodigieux, qui n'existent que dans des zones géographiques très restreintes, parfois limitées à un seul des massifs de la montagne insulaire. Ces lacs renferment notamment une vie larvaire très riche, à la base de toute la chaîne alimentaire qui nourrit les espèces de la montagne corse, qu'il s'agisse d'insectes, de batraciens, de reptiles ou d'animaux bien plus gros. Ce sont des réservoirs de vie, indispensables à l'équilibre du milieu montagnard. Il y a quelques décennies, des géologues avaient comparé ces lacs glaciaires à des perles, sortes de joyaux cachés au cœur des vastes étendues d'éboulis et de roches éclatées qui forment l'épine dorsale de la Corse. Cette longue crête sinueuse et dentelée qui traverse l'île du nord au sud et en dessine le squelette. La montagne insulaire est un lieu austère, né de la compression de roches sous le jeu de la tectonique des plaques. Elle se dresse chaotique, avec ses sommets entremêlés et ses dénivelés brutaux,
témoin d'un temps où les éléments se déchaînaient en ces lieux, plissant les terrains et tordant les rochers. Sur les flancs de ces falaises vertigineuses s'étendent des champs de pierre à perte de vue, que le vent et le gel ont sculptés en grosses boules rocheuses aux formes extravagantes. C'est un univers insolite où l'étrange n'est jamais très loin. Dans ce désert, les mirages s'affolent et une fièvre bien connue gagne nos deux amis. Comme elle est belle. Je suis riche. C'est à moi. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est à moi. Non, je te montre pas. Mais montre enfin. La la la. Mais- Oh, C'est très précieux. donne-le-moi. Non. Mais prête, je te le rends. Qu'est-ce que c'est? De l'or? Non, c'est bien plus précieux que de l'or. C'est de la pyrite. Mon Dieu. Mais si tu m'avais demandé, Paul. Ah. Eh bien, je t'en aurais montré. C'est quand même fou de trouver encore de la pyrite sur une montagne. Bah, fou, c'est vraiment le terme approprié. Tu sais que la pyrite, on dit que c'était l'or des fous. Eh oui. Parce que de très nombreuses personnes en avaient trouvé. Ils pensaient tomber sur d'énormes pépites d'or, mais en fait, c'était ça. Eh oui, parce que sa couleur, tu vois, elle est brillante, opaque. Et la couleur dorée, eh bien, elle ressemblait à de l'or. Et on dit qu'il y aurait une infime partie d'or à l'intérieur des blocs de pyrite. C'est vrai que c'est à s'y méprendre. Hein. Et tu sais que dans les années 1870, notamment aux États-Unis, chez les mineurs, Eh, eux alors carrément, ils étaient atteints de fièvre de l'or. Et les pauvres pensaient tomber sur de l'or, mais en fait, ils tombaient que sur de la pyrite. ben, il y en a qui se sont même entretués. Certains se sont suicidés et d'autres se sont fait des dents en pyrite. Eh oui. Et en tous les cas, il y en a eu un qui a eu la chance de faire la découverte de cette pyrite, et c'était Dioscoride, en l'an 50 après Jésus-Christ. Dioscoride, de son prénom, Pédanus. C'était un géologue, un botaniste, un médecin grec. C'était un prodige. Il a fait une découverte terrible parce que en frottant la pyrite avec une autre pierre, ça pouvait faire des étincelles. Donc il a étudié la pyrite et s'est aperçu qu'à la préhistoire, eh bien, on faisait des feux avec de la pyrite. Ben, ça vient du mot grec pyrites, qui veut dire littéralement pierre à feu. Eh oui. En même temps, c'est une pierre positive. Elle t'envoie les ondes négatives sous terre. Et là, en plus, elle a des pouvoirs surnaturels parce que quand tu as des bobos d'estomac, tu la portes avec toi et elle te soigne. Et quand tu es désorganisé, hop, tu mets un bout de pyrite dans ta poche et tu retrouves tout ton sens de l'organisation. C'est pas mal pour toi, ça. Mais moi, j'ai entendu dire aussi que les Indiens d'Amérique s'en servaient comme miroir. Ça fait quand même des reflets un peu bizarres, non? Ça peut le faire. En même temps, là-bas, il y en avait certains qui n'étaient pas trop jolis. Ça rendait peut-être plus beau. Ça les arrangeait. L'or des fous. C'est vrai que la conquête de l'or, c'était exceptionnel. Et ce qui fait la richesse, c'est la rareté. Quand tous les humains ils auront trouvé de l'or, qu'ils cherchent depuis la nuit des temps, eh bien, ils se tourneront vers la pyrite. Et là, ils n'en trouveront pas. Et pourquoi? Parce que j'aurai exploité tous les filons. Et en même temps, il faudra me les arracher. Les grands pyrite. Ah, quelle horreur!
Bon, voilà. Non, c'est pas très beau. Oh. Mon cher Paul, à défaut d'être joli ou luxueux comme l'or, tes dents en pyrite te rendront sûrement d'immenses services. À commencer par celui que tu connais déjà, de ne jamais plus manquer de feu, puisqu'il te suffira de les frotter contre une pierre dure, un silex ou un quartz, pour en détacher des copeaux métalliques capables d'enflammer des brindilles sèches. Car contrairement à une idée reçue, ce n'est pas le silex, mais bien le fer échauffé par les frottements qui donne naissance à la flamme. Tes dents en pyrite te permettront également de capter quelques signaux radiophoniques, puisque c'est avec la pyrite, je te le rappelle, que l'on a construit les premiers postes à galène, les fameux postes à pyrite, qui équipaient les premières stations de télégraphe sans fil. Comme quoi, cette montagne austère et hostile renferme en réalité bien des joyaux, pour peu que l'on ait suffisamment d'instruction ou d'imagination pour pouvoir les déceler. Ne dit-on pas que la Corse est l'Élysée de la géologie, tant son sol renferme de filons variés? Malheureusement, ces filons sont souvent très petits et difficilement exploitables, de sorte que l'île n'a jamais été une terre minière réputée. En revanche, elle est une terre d'élevage et de pastoralisme, riche d'une nature luxuriante en dépit de son caractère montagneux et de l'écrasante chaleur qui y règne en été. Le vrai trésor de ces montagnes arides sont les jardins secrets qu'elles renferment en leur centre et protègent de leurs cimes. Des jardins comme des oasis formés autour de réserves d'eau naturelles. Ce sont de petits paradis pour les animaux, qui fuient l'été les chaleurs estivales pour gagner ces alpages providentiels. Aujourd'hui, ils effectuent ces migrations de manière spontanée, intuitive. Mais hier, c'était toute la société agropastorale de l'île qui conduisait les troupeaux dans ces lieux d'abondance, entre juin et septembre, pour passer l'été au frais. Boing, 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 Qu'est-ce que tu boing. nous fais là? Un trampoline sur la potine? C'est rigolo, tu as vu comme ça rebondit? Ah oui, c'est comme sur une sorte de tremblant. Une tourbière géante. C'est tout mou. Il faut faire attention parce que des fois tu fais ça, tu t'enfonces. Hein. Oh. C'est assez spongieux là. Toutes les pièces d'eau que tu vois, en fait, c'est le vestige d'un ancien lac glaciaire qui était là, dans toute cette vallée. Et qui s'est comblé progressivement. Enfin, il a fallu quelques milliers d'années, hein, Ouais. grâce au vent, aussi au ruissellement qui a apporté plein de sédiments. Et au fur et à mesure, les sédiments se sont installés là et dessus, eh bien, sont nés des végétaux et ça a donné ça. Hop! Voilà. C'est passé d'un lac à un paradis, un jardin botanique exceptionnel. En fait, c'est une vraie colonisation par les plantes. Ouais. Parce qu'on voit bien qu'elles sont accrochées comme ça au bord et elles avancent, elles grignotent la potine et petit à petit. Alors, il y a un tas d'espèces endémiques. Hein. Il y a beaucoup de graminées et aussi une grande variété de carex. Oh! Tu as vu comme c'est profond? Et là, au centre de la pote, il doit avoir 2 mètres de fond. Hein. Ah oui, d'accord. Mais il faut mieux pas tomber dedans alors. Hein. T'inquiète pas, j'irai te récupérer. Alors, de là, j'ai une vue exceptionnelle. Ne bouge pas, assis-toi. J'ai un angle sur les berges de la potine. Et là, tu vois bien les couches successives que tu peux avoir, hein, qui se sont formées au fil des siècles, avec tous ces végétaux morts, clac, 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 et au-dessus, les pelouses, qui sont d'une importance capitale pour nos petites brebis qui viennent pâturer ici. C'est un véritable régal pour les bêtes, ça. Mais c'est quand même fou parce qu'on ne sait pas vraiment si ce sont des petits îlots de verdure qui sont posés sur l'eau ou alors si ce sont des canaux qui se sont creusés dans la terre. C'est les deux. Alors là, on est sur un trou d'eau qui est désolidarisé des autres. Il n'y a pas de communication. Alors que des fois, tu as des petits ruisseaux qui se connectent les uns aux autres et ensuite qui vont descendre dans la rivière et dans la vallée de Marmano. Tu sais qu'on disait potine et parce qu'en fait, on a rajouté une terminaison alpine à Pozzi. Ah oui, Pozzi qui veut dire trou d'eau, puis Pozzino. Aujourd'hui, elles sont magnifiques. C'est les plus belles ici. Hein. Enfin, C'est vrai que c'est beau. moi, je les aime. Un vaste territoire.
sur les pentes du Rhénosio. Et là, j'ai une larve, plutôt une exuvie de libellule. Une quoi? Je vais te montrer. J'ai jamais vu ça, moi. Ah, ça a l'air un peu extraterrestre. Hop. Regarde. Oh, comme c'est bizarre. Ah ouais, ça c'est une libellule qui vit au fond de l'eau, à l'état larvaire. Mhm. Et ensuite, elle a une deuxième vie, c'est qu'elle va quitter sa phase larvaire et s'envoler. Oh, tu veux dire qu'elle a les ailes qui sont complètement repliées là-dedans? Ouais, là, il n'y a plus rien maintenant, elle est vide. Oh, comme c'est rigolo. Ah, et là, elle doit être par là. Ça serait bien de la trouver. Fais voir. Oh, oh là là. Y en a? Non, là, non, je vois pas. Elle doit être quand même assez grosse, non? Mais Exagère. un peu plus petite. Ah, viens, viens, viens. Psst, psst. Parle doucement, voilà. Oh, comme elle est jolie. Belouche, hein? Et puis ses couleurs. C'est la plus grande de toutes les libellules que l'on peut trouver en Corse. Ah bah oui, je comprends alors. C'est l'Anax imperator. Et tu sais qu'à l'état larvaire, quand elle est sous l'eau, elle s'accroche sur des végétaux aquatiques. Mhm. Et des fois, elle attend qu'un petit poisson passe. C'est une petite truitée, elle est comme ça, toute petite. Elle la mange ouais, elle attrape tout. Et après, Qu'est-ce qu'elle fait là? on dirait qu'elle pond avec sa queue là. Mais au bord de l'eau. Elle est vraiment magnifique. Hein. Ah oui. Oui, elle se déplace à une vitesse. Ça va vite, hein, ça a de la puissance. Hein. Allez, viens. Il y a sûrement d'autres choses très intéressantes à voir là. Ouais, regarde. On est entouré de fumatch. C'est trop beau. Et mais enfin, Karine, il faut Quoi se mettre dans les conditions hivernales, dans des conditions de rudesse. Là, il fait chaud. Là, ici, il faut s'imaginer, en hiver, là, tout est gelé. Il y a de la neige partout, là, tout autour de nous. Des montagnes de neige. Ah, c'est surtout ce vent qui est terrible ici. Oh. Ça va mieux, hein? Gla, gla, gla. Mais c'est vrai qu'il y avait des glacières ici autrefois. Eh oui. Avant l'invention du réfrigérateur, le commerce de la glace était vraiment très très lucratif. D'ailleurs, du temps des Romains, ils montaient jusque dans les Alpes les chercher pour les distribuer dans les villes. Et ici, c'était pas les Romains, c'était les habitants de Bastille, les gars, les muletiers qui se chargeaient du transport, d'abord de récupérer la neige ici, la glace, de la descendre, parce qu'il fallait la descendre le soir, parce que bien sûr, en journée, tu avais le soleil qui pouvait faire fondre la glace. Et ensuite, il la stockait. Et oui, et je crois d'ailleurs qu'il la transportait dans des toiles de jute. Et ensuite, il les mettait dans une sorte de grosses barriques qui tassaient bien pour qu'elles soient très compactes. Et ensuite, il la redistribuait aux villes. Et oui, parce que tu avais les muletiers, il y avait tout un commerce. Il y avait aussi des charretiers qui transportaient, comme tu le dis, des sacs en toile de jute. Ils descendaient à Bastille, les gars, ils mettaient dans les caves, ils la conservaient et il allait directement à Ajaccio. Et oui, parce que là-bas, tu avais même un dépositaire de Bastille, les gars, qui s'occupait de redistribuer toute cette glace dans les cafés et bien entendu chez d'autres clients qui avaient besoin de glace pour conserver les aliments. Ah ouais, c'est lui qui faisait ce travail. Eh oui, parce qu'elle n'est pas loin, Ajaccio, derrière. Hein. En attendant, on n'aurait pas besoin de glaçons aujourd'hui. Hey, elle est chaude. Mais comment ça, elle est chaude? Si on reste encore ici, on va finir complètement congelé, oui. Mais non. Regarde, les mains, touche. Non, touche. non, non. Bon, si tu penses qu'ici il fait froid, eh bien, j'ai une proposition à te faire, c'est qu'on va se réchauffer dans la forêt de Marmande. Tiens.
Mais tu crois qu'on aura un peu plus chaud dans la forêt de Marman? Sûrement. Ah non, on peut pas sauter. Passe pas. En plus, on est coincé. Ça va pas. Ne me demandez pas ce que fait Paul. Je n'en ai pas la moindre idée. Il porte des troncs, de toute évidence, et ne semble pas ménager sa peine. Pour tout vous dire, cela fait maintenant 2 bonnes heures qu'il déplace du bois dans cette magnifique forêt de Marmano. Une des plus belles forêts d'altitude de Corse, avec ses 4 espèces dominantes que sont le pin lariccio, le hêtre, le bouleau et le sapin pectiné. D'ailleurs, elle abrite le plus grand peuplement de sapins actuellement préservé en Corse, car cette essence a longtemps été exploitée et ne se trouve plus que dans certaines zones assez inaccessibles qui ont échappé aux bûcherons d'antan. Si le comportement de Paul demeure un mystère, Karine, elle, studieuse, s'attelle avec attention à l'étude scrupuleuse de la flore et de la faune insulaire. Donc, Karine, viens me donner un coup de main, parce que là, je suis à un moment crucial pour la confection de ma cabane. Alors, je la mets. Mais alors, je croyais que tu étais en train de rédiger ton ouvrage. Voilà, viens me donner la main, là. Oh, c'est lourd. Mets le pied, un pied, cale avec le pied au fond. Là-bas, là-bas, tu mets ton pied, cale bien. Là. Vas-y. Ah. Così, un bouge à più. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça, au juste? Eh bien, je compte te faire ma cabane refuge. Un refuge. Eh oui. Eh, tu seras bien contente parce que tu vas trouver un abri. Parce qu'ici, ça sera tout recouvert de neige, 4 mètres, là. Tu auras une cahute, sans punaise de lit. Compte sur moi. En tous les cas, tu as choisi un très joli endroit. Ça, je sais bien. Hein. En même temps, mon plan correspond bien avec mon chef-d'œuvre. Sauf que la cabane elle est un peu surélevée, mais quand l'arbre poussera, ça sera ça. Oui. Dans quelques années, quelques siècles. Et comme ici la forêt n'a pas trop été exploitée par le passé, eh ben, elle nous fait don de tous ces bois pour réaliser la cabane. C'est vrai que les hommes ne sont pas trop venus par ici. Ouais.
En fait, ils se sont pas trop fatigués parce qu'ici, on est quand même très haut en altitude. On est quand même sur l'étage montagnard. Alors, ce qui est assez exceptionnel, regarde, et ce qu'il faudrait noter, Oula, attends. c'est qu'ici, on a quand même les 4 essences les plus habituelles de la montagne corse. On a le sapin, le pin, Uvaio. le hêtre et le bouleau, qu'il faudrait que je prélève un petit échantillon pour rajouter. Et ça, c'est assez rare, en fait, de retrouver ces 4 essences au même endroit. Eh oui, c'est rare. Tu sais pourquoi? Parce que ici, c'est exceptionnel, comme tu l'as dit, à l'inverse des autres forêts qui ont été durement exploitées, abattage d'arbres, des fois même des brûlages, comme la forêt de Vitsavone, la forêt de Valdognello, comme le Palariche, par exemple. Alors, lui, très long fût, coup de hache, la scie. Ils abattaient des tonnes et des tonnes. Et après, ils replantaient du lariche et ils abattaient uniquement 1 à 2 espèces. Et là, tu avais une forêt pauvre en essence. Alors qu'ici, aujourd'hui, tu as les pins qui poussent versant ensoleillé, les sapins qui sont un peu dans des endroits à l'ubac et des endroits d'ombre, et le hêtre aussi. Donc, et le bouleau, lui, qui va coloniser des zones où il y a des grandes clairières et va pousser un petit peu partout dans la forêt. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent le bouleau à côté du palariche. Parce que du coup, il en a profité qu'il n'y ait plus tous ces palariches pour pousser. Et c'est vrai que c'est assez rare de retrouver le sapin. Il était très exploité, fut un temps. Oui. Alors lui, il a connu des déboires. Hein. Dans un premier temps, les Génois, eux, ils ont exploité d'une façon anarchique. Ils coupaient. À tout va. Et après, tu as eu au 19e siècle des abattages un petit peu partout dans toutes les forêts. Et ici, à Marmande, il subsiste encore aujourd'hui. C'est la seule forêt où tu vas trouver un grand nombre de sapins. Le petit sapin, j'aime beaucoup son feuillage. Oh, très solide. Dis, est-ce que tu as remarqué ces arbres derrière qui s'enlacent? Regarde. Le hêtre et le palariche, c'est joli. Ouais, ils s'aiment. Ils vivent une belle histoire d'amour. Comme moi avec ma cabane. Mon rêve d'enfant. Et do Bolinguer, un bel vogo. Et on se passe 2 ou 3 jours ici. Parce qu'on ne pourra pas bouger, il y aura trop de neige. Il faudra bien rester quelque part. Allez, je vais t'aider. Donne-moi du bois. Et du bois, du bois. Il va falloir aller en chercher. Hein. Sans vouloir vous vexer, les amis, je trouve que votre cabane ressemble plus à un abri de fortune qu'à une véritable hutte. Et ce n'est pas le pin et le hêtre enlacés qui me contrediront. Et encore, un abri de fortune datant de l'aube de l'humanité. Mais bon, vous n'avez, me semble-t-il, guère besoin de vous protéger des animaux féroces, car cette paisible forêt est surtout fréquentée par de rares cochons peu farouches et quelques petits animaux plutôt sympathiques. Rien qui ne justifie la construction de structures solides et hermétiques. Et si vous voulez un vrai conseil, je vous dirais que ce n'est pas ce genre de protection qui sied à cet univers forestier. Ici, les dangers qui vous guettent sont discrets et sournois. Ils se dissimulent sous les frondaisons, invisibles et silencieux, jouant de leur charme pour mieux piéger les voyageurs. Chut, hêtre, pin, sapin et bouleau, ne dites rien. Avancez, avancez, âmes innocentes, au cœur de ce labyrinthe végétal. How many times il avuristo di Marmano quando vemo una spaziata. Tu pourrais pas apprendre de vraies chansons? Qu'est-ce que c'est que ces mélanges-là de langues? C'est une vraie chanson, des paroles issues du royaume anglo-corse. Tiens, demande au petit sapin, lui, il connaît tout ça. Udialguccio come le belluccio is blowing in the wind. Je l'adore comme ils sont bons. Il est tout doux. Bah alors le feuillage du hêtre aussi est tout doux. Ouais, c'est pas la même chose, d'accord. Le hêtre, je le connais bien, je l'aime bien aussi, mais c'est différent. Regarde, lui, il sent pas grand-chose. Et puis, quand tu frottes, bah, il sent de rien. Hein. Excuse, hein. Par contre, le sapin... Puis-je te prendre une épine, très chère? Merci. Lui, quand tu le frottes, comme ça, doucement. Musca, il sent le citron.
Et là, tu te badigeonnes le visage avec les épines très douces, à l'inverse des pins. Et tu sens bon le citron. Eh oui. Eh. Mouscouillo. Petit sapin deviendra grand. Tu sais qu'ils atteignent des tailles vraiment exceptionnelles. Oui. Au Wiedersehen. J'ai manqué plus que ça. Ce petit sapin blanc, que l'on appelle aussi le sapin pectiné, est l'arbre emblématique des montagnes d'Europe, où il pousse de manière spontanée. Il est l'arbre des forêts des Vosges et des grands massifs d'Europe de l'Est, où il domine en nombre et par la taille les autres essences. C'est un arbre très résistant, qui supporte le gel, les terrains pauvres et peu ensoleillés. En Corse, on le trouve souvent sur les versants nord des hautes montagnes, là où les autres espèces ont du mal à survivre. Ici, Karine, on pénètre dans la vallée des géants. C'est haut. C'est maléfice. Enfin, c'est quand même incroyable de voir des arbres aussi hauts. Ici, tout n'est que grandeur. Regarde ces êtres. Ils s'élèvent à des dizaines de mètres vers les cieux. Et ces sapins, ils sont gigantesques. Et lui, il n'est autre que le seigneur des bois sacrés. Il est énorme ce pin. Il est tout couvert de lichen. Regarde, il est tout velu. Au Dialgone. Il en a vu celui-là des marcheurs. Hein. Ah bah, j'imagine, quel âge il peut avoir? À vue d'œil comme ça. Ouais, je dirais 800 ans. Ah oui, quand même. Allez, je maîtrise. Bon, après, il y a des techniques hein, pour déterminer les âges des arbres. Hein. Bah, le carottage, non? Ouais, il y a le carottage. C'est vrai que quand tu fais un carottage avec une tarière, on appelle la tarière de Pressler, l'inventeur, M. Pressler. Ça fait quelque chose de bien, lui. Donc, c'est sûr, tu prends une tarière, tu vas pénétrer à l'intérieur de l'arbre, tu vas toucher le cœur, le duramen, et après, tu vas retirer la tarière. Et tu vas mettre tout ce que tu as dans la tarière sur une pierre ou sur une planche, et là, tu vas compter toutes les marques. En fait, c'est les cercles de vie. Hein. Quand il y a un arbre coupé, tu le vois bien. Tu as tous les cercles de vie. Mais oui. Et là, tu vas les compter une par une, ou un par un, les cercles. Et tu vas multiplier par le diamètre de l'arbre. Voilà. Et le diamètre, eh bien, tu le mesures. Bon, là, on n'a pas un mètre ruban, mais mettons, moi, je fais 2 mètres d'envergure, tel un aigle. Quand même. Je pars de ce trou et j'enlace ou j'embrasse mon arbre. 1, 2 et allez, on dira 3. Allez. 3. 3. 3, ça fait 3 fois 2, 6. Et si tu comptes environ une centaine de marques, 600 ans. Ça fait 600 ans. Et la belle bête, hein. Celui-là, Pépé, il a dû le voir grandir, hein. C'est maléfice. On se sent tout petit face à ce monde de géants. Allez. Oh, monseigneur! Et ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein. Ah, dans mes bras. Oh, amigacho. Ça fait du bien, hein. Le fameux sapin pectiné. Le plus gros sapin de toute la forêt de Marmano, quand même. Ouais, c'est le plus gros et aussi le plus vieux. Quel âge il peut avoir celui-là? Au Galgon, celui-là, 1000 ans. C'est le maître incontesté de ces bois. Tu sais que des fois, j'utilise les huiles essentielles de sapin pectiné quand j'ai un rhume. Ah bon? Parce que c'est très très fort et ça dégage les voies respiratoires. Eh, c'est vrai, en plus ça embaume la maison. Et lui sent bon aussi. Hein. Malheureuse, ne mets pas le bâton dans celui-là. Mais regarde comme c'est profond. Mais arrête! Pourquoi? Et tu vas tirer, là il y a une strègue, elle va te le tirer, elle va te me faire pénétrer à l'intérieur.
À l'ouest, le chêne, au sud, le pin et au nord, le sapin. Mais oui, c'est l'arbre des contrées nordiques par excellence. Eh. Le sapin. Magnifique. L'arbre des contrées nordiques. Aujourd'hui, le sapin de Noël, mais autrefois, il était rattaché à des rites païens, notamment à la fertilité. Parce qu'il est toujours bien vert, j'imagine. Il est toujours bien vert, et il a ses belles feuilles, ses belles aiguilles. Et aussi, on offrait une branche de sapin à son épouse, à sa femme, pour qu'elle ait de beaux enfants chaufflus. Et en Allemagne, on frappait les femmes stériles à coups de feuilles de sapin, ou d'épines de sapin pour qu'elles aient des enfants. Ouais, bah, c'est original. En tout cas, je trouve que ces forêts de sapins ont vraiment quelque chose de féerique. Peut-être parce que ça me rappelle les fêtes de Noël. Ouais. Et en même temps, c'est un arbre extraordinaire, parce qu'il porte en lui l'énergie de la résistance et la lumière de l'espérance, qu'il donne à qui sait les capter. Et moi, je le sais. Je prends l'énergie depuis des siècles et des siècles. Bien, tu sais quoi? Tu vas le dessiner. Eh non, je peux pas dessiner mon maître, Pourquoi pas? parce que c'est pas respectueux. C'est trop petit, il me faudrait un format beaucoup plus grand. Un format A2, voire A1. Non, on va prendre plutôt l'énergie. Tiens. Comme ça. Bon, je le fais. Dans cette forêt de Marmane, où dominent de grands arbres au tronc très droit, parce que tous cherchent à pousser rapidement et atteindre au plus vite la lumière, il existe des êtres pluricentenaires, presque millénaires, qui règnent avec majesté sur les générations plus jeunes, formant ainsi une véritable communauté, où les nouvelles pousses s'épanouissent à l'ombre des anciens, en toute harmonie. La forêt apparaît ainsi comme un ensemble uni et équilibré, très différent des assemblages plantés, où l'homogénéité est artificielle et où tous les arbres se multiplient à l'identique. C'est cela, les amis, qui donne à cette forêt toute sa puissance émotionnelle, ce sentiment étrange de pénétrer un univers singulier, un peu comme si on entrait dans un corps vivant, entier et indivisible. Ici, les essences communiquent et se répondent sous la protection d'une entité supérieure, grande ordinatrice de cet enchevêtrement inextricable, invisible et mystérieuse. Je trouve que cette forêt a vraiment quelque chose de magique, tu trouves pas? Je dirais même que cette forêt est enivrante. Mais c'est exactement ça le mot. Enivrante. Elle est belle et enivrante. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Waouh! La manite tue-mouche. Ça, c'est le champignon qu'utilisaient les sorcières. Les Streg, elle utilisait par ses propriétés hallucinogènes. Elle usait de malice. Elle enivrait les marcheurs afin de les perdre dans la forêt. Il ferait mieux de ne pas trop traîner dans le sous-bois. Hein? Tu crois? J'adore ces couleurs. Regarde ce rouge avec des petits points blancs. Un très joli champignon. Mouska. Ouf. Bah, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je nous sens observés. Et
Là, je la bats, la strègue. Je la bats, il faut la taper 3 fois pour qu'elle disparaisse jamais dans la forêt. Pauvre sorcière. Ne vous ai-je pas dit, les amis, que cette forêt possédait ses propres pièges et de vous conseiller d'éviter de respirer les spores de ces champignons à la robe rouge couverte de points blancs et de porter vos mains à la bouche après en avoir manipulé. Quant à la sorcière que vous redoutez tant, savez-vous qu'elle peut prendre des formes bien étranges et se présenter à vous aussi invisible qu'innocente? Alors, ma belle petite, tu connais, toi, la forêt? Avec tes grands yeux noirs. Ah, je te vois venir sur ton air de jeune enfant. Petite matière, que tu comptes faire avec ça? T'as vu comme elle est belle? La salamandre de Corse. Viens là, ma petite. Elle est magnifique, t'as vu ses couleurs? Eh ouais, elle a de grosses taches, tu vois, au-dessus des yeux, belles taches jaunes sur tout le corps. Celle-ci, elle est endémique à la Corse. Hein. Je rencontre d'autres salamandres dans d'autres régions. Le dessous, pareil, c'est tout tacheté, regarde. Et regarde, si tu regardes l'animal, à l'arrière, tu as 5 doigts. Ah, j'avais pas remarqué. Et à l'avant, 4. Ah, c'est rigolo. Et puis, il faut qu'elle s'accroche bien. Hein. Ouais. En tout cas, ici, elle est vraiment dans son habitat préféré. Ouais, L'humidité. la forêt humide de Marmande. Elle se cache sous les mousses. Et puis, elle descend dans les racines. Tu vois, quand il fait chaud, elle se met à l'humidité. Avec les gros yeux. Tout comme nous. Elle est en harmonie avec la nature. Tout comme nous. Ah, le chemin, où il est? Tu es sûr que c'est par là? Oui, suis-moi. Tout se ressemble. Le chemin, il est là, par là. Ah, on a quoi suivre les marques. Blanche et rouge. Ah, là. Ah, la tête qui tourne. Gerva. Blanche et rouge.
Paul, je crois qu'on est définitivement perdu. Par où je pourrais passer? Là? Il y en a partout là-bas, rouge et blanc. Suis. Aïe! Tu crois? Pas très nettoyé. Ah, les amis, je vous avais pourtant prévenu. Cette forêt enchanteresse est des plus enivrantes. Elle est habitée de multiples formes de vie, parfois curieuses, mais qui composent un tout bien cohérent, où se dressent des géants presque immobiles, tandis que foisonnent sur leur corps une multitude de petits êtres surprenants, si divers et si nombreux qu'ils semblent exécuter une véritable chorégraphie. Pourtant, lorsqu'on fixe son regard sur un endroit précis, rien ne semble bouger, si ce n'est tout ce qui nous entoure et que l'on ne voit pas. Alors on jette des regards de plus en plus furtifs, à droite, à gauche, jusqu'à en avoir le tournis et de sentir en nous pénétrer cette force obscure qui peut se faire paisible ou angoissante, et qui n'est d'autre que l'âme de cette forêt centenaire. Et l'on entrevoit un instant le monde secret des sorciers et des chamans, la face cachée de notre monde où règnent les esprits de la nature et les énergies de l'au-delà du visible. Au-dessus des forêts d'altitude, au cœur du massif insulaire se cache un plateau absolument extraordinaire, qui forme une longue coulée verte au milieu d'un paysage plutôt aride et lunaire. C'est le plateau du Cushone, un lieu unique, aux caractéristiques si particulières que les naturalistes le désignent sous le nom de Galapagos corse. Cette comparaison un peu étrange, le plateau du Cushone la doit à son apparence. Un îlot de verdure au milieu d'un désert minéral, à la manière d'une île perdue dans l'immensité de la mer. Mais aussi à son fort taux d'endémisme, lié à l'isolement. Tout comme la célèbre île étudiée par Darwin, le Cushone est un fabuleux laboratoire pour l'évolution des espèces, qui se reproduisent ici en vase clos et adoptent des particularismes étonnants. Près d'une centaine de plantes inféodées à ce milieu particulier sont considérées comme rares ou endémiques, constituant de fait un patrimoine précieux. En arpentant tout ce plateau, on se fait les belles cuisses et gauches. Cushone, ça vient de là. Hein. Eh oui, j'ai des muscles et des jambes. Oui, Une horde de cochons sauvages. ou porco gorso. Ah, porco nostrale, et noir. Ils sont jolis noirs, hein. Ouais, c'est mes préférés. En plus, ils ont des crinières, des cochons sacrés. Cochons sacrés. Ça broute la potine. Hein. Mangez les petits. Hein. Parce que la potine, elles ont besoin des animaux pour être maintenues. Parce Eh oui. qu'elles diminuent comme un pot de chagrin sur le plateau du Cushone. Hein. Parce qu'à l'abandon du pastoralisme, il n'y a plus de brebis, plus de chèvres. Et là, les genevriers, ils prennent le dessus sur toute la potine. Il y a même les épines vinettes. Hop, et d'ici 50 ans, il n'y a plus de potine. Elle grignote. Ouais. Une véritable symbiose entre l'homme et la nature, finalement. Oui. Parce que s'il n'y avait pas eu les hommes et tous les bergers, tous les troupeaux, eh bien, les potines n'auraient pas du tout l'apparence qu'elles ont aujourd'hui. En fait, ça serait certainement un milieu beaucoup plus fermé, comme on voit souvent en montagne, recouvert de forêts d'aulnena. En tous les cas, ce serait certainement pas comme ça, alors c'est plutôt bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Cadeau Ah, chardon. de polo. C'est joli, mais ça pique. Chardon des Highlands. Regarde. Les Highlands, tu es sûr? Et comment? Ça y ressemble grandement. Hein.
tous les cas, il est vraiment très très joli ce petit vallon. Crête de l'eau chaude, la Vormigola. Et dire qu'ici, jadis, il y avait de la vie. Ça sentait bon, la brebis, les chèvres, les cochons. Il y avait des milliers de bêtes qui paccageaient sur le plateau du Couchon. Il y avait des dizaines de familles qui montaient aussi durant les estives. Venaient passer quoi, 2-3 mois? Et oui, les bergers de juin à août. Ils affluaient ici, c'était le point de rendez-vous du Tard à vous, du Sartenay et de Porto Vecchio. Réunion familiale et on travaillait la terre, enfin on s'occupait des bêtes. Paul! Les cochons! Regarde! Oh Mosaku! Saute-mi d'aiguille! Allez, vite, saute! Cachou! Attention, tu vas te faire dévorer! Ehi, saute-mi d'aiguille pour cachou! Hey! Miseriaccia! Non! Dammi che... Paul, ils ont tout mangé! Comment? È so brutto che tu buffi! Comment ils ont tout mangé? Mais oui, mais même les petits gâteaux que je t'avais fait. Ah. Ouh, et moi aussi, je laisse le sac comme ça. Quelle idée, enfin. Non, mais on n'a plus rien. Ça. Bah, même le t-shirt. La prochaine fois. Pourtant, je le sais, hein. Mais più bastone. On se débrouillera, je sais pas. Quelque chose, on va trouver. Je ne sais pas. Oh. Mais... Les brutti, ah, guarda che... Miracoli! La prossima volta! Il fallait faire attention. Hein. Eh, je sais. Eh oui, Paul, tu le sais bien. Les cochons corses ont le groin fin pour pimenter leur pitance du repas des randonneurs. D'autant que, te connaissant, il devait y avoir de bonnes et belles saveurs dans ton sac à dos. Le problème, les amis, c'est qu'à la différence des suidés, vous ne vous contenterez pas de racines, d'insectes et d'herbes tendres, et qu'il va vous falloir à un moment donné trouver nourriture. Ce qui n'est pas chose aisée dans cet environnement plutôt désert. À moins que Paul nous réserve encore quelques surprises dont lui seul a le secret. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et Paul, je suis là! Aussitôt dit, aussitôt trouvé. Ça, c'est l'hospitalité corse. Et à moi, on ne me refuse rien. Paul, mon sauveur. Oh, enfin quelque chose à manger. Avec ça, on va prendre des forces. Ah, Qu'est-ce que c'est? la pressate. Du fromage. Un bel ouvrage. Oh, j'avais trop faim. Bon, j'avais le choix. Le pasteur, il m'a dit, rentre dans la fromagerie, tu te sers. Bon. Il y avait la tome, tome classique, le fromage à pâte molle, mais moi, j'ai préféré prendre celui-ci. Il est meilleur et en plus, tu feras le plein d'énergie. En plus, regarde, il nous reste un petit peu de pain. Enfin, ce que la jante porcine a daigné nous laisser. Hein. Ah, comunque, manda lontano, hein. Suffit. Ça suffit. En plus, regarde. Ils ont rôtigué partout, les cochons. Il y a même des bouts de dents. Ah, Enfin,
c'est pas grave, c'est pas ça qui a tué un homme. Hein. Ouais, mais bon. On fera avec, hein. On en est obligé, hein. Bah oui. Allez. Quoi? C'est pas un fromage, ça. Et comment? Qui dit que? Il y a des choses qui sautent. Mais enfin, ça c'est le cajoumar. Tu te rends compte, c'est une relique, ça. C'est unique, on n'en fait plus. Non, mais c'est pas étonnant. Ça c'est rien. Oh. Ça, regarde. Ah, mais il est carrément habité, ton fromage. Ah oui, là, il y a les habitants et tout. Hein. Bon, bien sûr, il faut les enlever un petit peu parce qu'il y en a trop. Mais tu en gardes un ou deux. Puis ça, c'est des protéines et ça craque un petit peu sur la dent, tu vois. Il faut pas en mettre trop. Je te coupe un morceau, ouais. Ah non, mais je mange pas ça. Comment tu manges pas ça? Bah, à la limite, entre mourir de faim et mourir après avoir mangé ça, tu sais, ça revient au même. Hein. Tu meurs, tu meurs. Alors, on mettra ici J-Carine, molto di vame, l'antogouchon. Oui. Mais tu t'habitues, et puis le fromage, il faut le parler. Tu vois, il faut le comprendre. Comprendre ses habitants. Et après, tu verras, ça va aller tout seul. Il lui manque que la parole. Ah ouais. Puis ça, c'est rien, ça, tu vois, les petits asticots, là. Ça, c'est une mouche, la mouche à fromage, qui les fait. Eh oui. Piophila casei. Elle va pondre dans le fromage, et après, vont naître les asticots. Et les asticots, avec leur digestion, vont faire la fermentation de ce fromage. Bon, tu as la fermentation classique, mais là, ce que font les bergers, c'est ce que faisaient les bergers autrefois, parce qu'aujourd'hui, ça se fait plus trop. Hein. Mais on en trouve, on a la chance. Hein. Il a été gentil avec nous. Hein. Quelle chance. C'est-à-dire que les asticots vont être sur le fromage, donc ils vont les mettre de côté dans un endroit humide. 2 ou 3 fromages, pas plus. Hein. Après, c'est sûr qu'on préfère le fromage tout lisse, c'est comme ça, mais on préfère... Logique. Et donc, ils vont sauter de fromage en fromage et faire une autre fermentation, si tu veux. En fait, l'action de ces larves, elle va rendre le fromage humide, ça va même couler. Et ça, on va appeler la lagrima. Ouais, la larme, oui, tu vas me mettre la larme en voyant ça. Mais c'est excellent, enfin. Allez, je te coupe un bout, ouais. Non, mais je préfère manger le pain sans rien, tu sais. Il est pas né- Toi, tu manges pas un esquite, moi, je mange le fromage avec mes larves de diptère. C'est très bien. Magnifique, excellent. Ah, j'en ai croqué un. Protéines. Et puis, je vais te dire une chose. Le pasteur, il a été gentil avec nous. Il nous a offert 5 cadeaux, il nous rigole. Oui. Il faut que tu le manges, sinon il va être offensé. Non, il ne saura pas. Un autre. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça se tire sous le palais. Ça fait tac, 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 tac. Non, pas de détails, s'il te plaît. Allez, vas-y, mange, tu verras, ça va aller tout seul. Puis ils sont bons. Hein. Ah oui. Expulsion. Comment tu peux faire ça? C'est de la balle, ça. Di tanti caviar. Cajou merzo. l'altro, non tu sarà l'altro. E il brutto, va. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche quelque chose là-bas. Quelqu'un, hein? C'est peut-être un randonneur. Quando sarà? Non trova raggio, no? Oh, punaise, Oh! Quoi, Basto? Et alors? Eh, si tu te vois avec le fromage, je te tue, dis donc. Bah. Vedi a tua! Tiens. Eh, vite. Vedi a tua! Vedi a tua! Vedi a tua! Anda a cogliere muga. Gli a muga su un cazzo. Paul, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se cacher? Tu l'as vu tout à l'heure, le berger. Oh, tu m'as menti? Non, je t'ai pas menti. Oh. Enfin, ce Quoi? que je te dis, c'est la vérité. Enfin, c'était la dernière fois. Je l'ai vu, il m'a dit, Paul, tu te sers, tu fais comme chez toi. Mais là, il n'y était pas. La dernière fois. Et tu veux dire que là, tu l'as pris sans demander au berger? Il est toujours là. Oui, il est là-bas. Il descend. Ma la vendo tua. Puis tu sais, là, j'ai pas trop envie de discuter avec lui. Et après, il nous garde longtemps. Dove Il sarà? va me dire, oh bon, les bœufs et les brebis, elles sont à Kéralville, il faut aller chercher les agnelles. On va le laisser passer tranquillement. On le reverra la prochaine fois. Hein.
Guarda che trova! Il a vraiment pas un ton amical. Hein. Ouais, bon, c'est un ami, hein. Ti scocciava! Ti trova! Te che t'ami? Il a envie d'être avec du monde, hein. La solitude en montagne. Et après, il va converser avec nous, il va rester longtemps. Converser, oui. Mi bastonata una cosa. Non sei! Il n'a vraiment pas l'air commode. È scappato! Ma che mi trova? Che mi trova? La mangiavo la sua! Tu sais, il va falloir qu'on reste des heures, là, hein. Des heures. Et oui, il va tourner, tourner. Il est bon, hein. Non, arrête avec ça. La mangiavo la sua! È brutto! Qui aurait pu croire que ces paisibles montagnes puissent être le théâtre de farouches combats pour la subsistance? Mais force est de constater qu'entre des cochons, des trousseurs et des randonneurs indélicats, ce paysage enchanteur peut rapidement évoluer en un espiègle terrain de jeu. Par chance, l'un et l'autre sont tout compte fait assez rares sur ce vaste plateau vallonné, qui occupe pas moins de 11 000 hectares. À vrai dire, la plupart des visiteurs qui foulent ces pelouses sont davantage portés par l'atmosphère bucolique du lieu que par la rapine. Car ce qui domine ici, c'est la douceur de vivre, le calme ambiant, la beauté d'une nature rare et délicate. Paul! Plus besoin de chercher. Je crois que je l'ai trouvé. C'est pas une légende, je le savais. 24 heures de plus et la dernière fleur du diable disparaissait jusqu'à l'année prochaine. Belle, hein? Elle est magnifique, hein? La mort est concentrée dans le bulbe de cette belle fleur. Ouais, pas que, hein. Il y a aussi du poison dans la sève, dans les feuilles. Et même, je pense que si tu manges une fleur, il t'arrive quelque chose. Tu sais que les bergers, autrefois, s'en servaient quand ils avaient mal aux dents ou quand ils devaient extraire une dent. En fait, ils prenaient le bulbe et ils faisaient une espèce de bouillie et ils la mettaient dans la bouche. Alors, il fallait faire très attention à ne pas l'avaler, parce que sinon, tu imagines bien. Et il la gardait comme ça et ça anesthésiait en fait la bouche et le palais et du coup, ça soignait. Il me le disait, mon amigo Bastore. Il me disait, oh Paul, je descends en bord de la rivière, je prends l'aconite, des fois je prends le leboranoc, et là je la pile, le bulbe, hein, et je fais une pâte. Et ça marche pour les abcès. Ben oui, Et il me disait aussi, et pour les agnelles, quand elles sont blessées, elles n'ont pas l'habitude, elles vont se griffer contre des mouches, elles saignent, et là, il fait un emplâtre, hop, et ça soignait. Et il me racontait aussi que les anciens bergers qui vivaient sur le plateau, en fin de vie, eh bien, ils se faisaient une tisane d'aconite et au revoir. Ils rejoignaient le paradis. Et celle-ci, c'est la dernière, avant la neige. la plus dangereuse. L'aconite, la fleur du diable, comme l'a nommé Paul, porte bien ce surnom peu usuel, tant elle s'avère redoutable, surtout entre des mains mal intentionnées. D'ailleurs, les poètes de la Grèce antique l'ont fait naître de l'écume de Cerbère, le chien à 3 têtes, gardant l'entrée des enfers. Ils racontaient que Médée
La terrible magicienne fabriquait ses poisons avec la racine de cette plante redoutable. Il ne s'agissait pas alors de l'aconite de Corse, mais de celle des Alpes, une variante aux propriétés toxiques tout à fait similaires. Par chance, ce n'est pas cette jolie plante aux fleurs violettes qui attire les animaux sur ce plateau d'abondance. Non, aucun ne la touche. Et tous préfèrent les hectares de pelouse bien grasse qui s'offrent en pâture. Autant jadis où les bergers transhumaient avec leurs troupeaux, on comptait des dizaines de milliers de brebis sur ces prairies naturelles durant la période estivale. Aujourd'hui, les moutons sont absents, remplacés par de petits groupes de cochons, de bovins ou de chevaux, en semi-liberté pour certains, quasi sauvages pour les autres. Regarde, les petits chevaux corses, ils sont trop beaux. Le Gawalugos, ouais, ça m'en a tous les... Oui, regarde la taille. 1m30, 1m40, ça peut même aller jusqu'à 1m50. Et puis la robe. Ouais. Robe brun foncé, baie foncé. Et puis avec la crinière bien fournie, c'est le Gawalugos. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ouais, en plus, regarde, les beaux jarrets. Puis lui, dans les pierriers, il craint rien. Hein. Les entorses, lui, il connaît pas. Il crapahute en montagne. Je suis sûre que ces petits chevaux ont dû naître ici en liberté. Ah oui, hein. Sûrement, même les générations ont dû naître ici. Et dire qu'avant, il y en avait des milliers en Corse, partout. Ben, c'était le seul moyen de déplacement. Hein. Il n'y avait pas de route carrossable, enfin très peu. Et puis, les gens, ils empruntaient les chevaux ou à pied. Hein. Ils passaient sur les sentiers. C'était une autre époque. Et c'est un bon cheval de selle, hein. En même temps, un bon cheval d'attelage. Parce qu'il tractait les carreaux, et les diligences plus tard. Et après, il a été remplacé par les voitures. Oui, malheureusement. Et il est robuste. Hein. Tu sais, comme je crois qu'il y en avait 12 000 en 1800 sur toute la Corse. Et en 1910, on en recense 16 000. Ça fait beaucoup de chevaux, ça. Bon, aujourd'hui, on en retrouve un petit peu partout, sur le Couchone, dans les monts du Nebbio, sur le Tenda, aussi au Camputile, dans le Nivolo. Et ici. Les petits chevaux sauvages. Il ne faut pas trop s'approcher, hein, Polo. Regarde, chien. Ouais, tiens, on va lui donner le pain qui nous reste des cochons, là, qui nous ont tout mangé, là. Mais tu sais que les chevaux existent quand même depuis l'Antiquité, et on dit d'ailleurs depuis les premières guerres puniques qui opposaient Carthage à Rome, parce que les Corses étaient avec les Sardes contre Carthage. Et du coup, je suis sûre qu'à cette époque-là, tu as plein de petits chevaux comme ça qui se sont enfuis dans les montagnes. Ouais. Tiens, regarde, il me les velouches. Ils sont craintifs. Allez, tâche ta gueule au baneschi et tout. Tiens, je vais le lancer. Tu sais quoi, il doit sentir le cochon. Regarde, je fais plus qu'un avec lui, j'ai la même crinière. Ouais, c'est vrai. Ouais. Eh, mais tu sais, on dit toujours la légende, les Carthaginois, que les chevaux corses, se dériveraient aussi de la cavalerie numide, tu sais, en Afrique du Nord. Je crois pas trop à ça. Hein. Moi, je pense qu'il est là depuis la nuit des temps. Hein. Bah, c'est vrai que le cheval a été importé depuis toujours, et même après l'époque génoise, parce que c'était vraiment le seul moyen de locomotion, il faut dire. Et merci. Les chevaux corses, ils ont aidé Paoli à gagner des batailles, notamment la bataille de Borg en 1768. Parce que c'était des chevaux agiles et ils ont réussi à charger au galop pour prendre le village de Borg à contre-pente. Et là, ils ont gagné, grâce au Gawalugos. À leur agilité. Et ça, alors, c'est une sélection de génération en génération qui a donné ce petit cheval corse. Tu sais que c'est une race officiellement reconnue depuis 2012 ? Ouais. Un petit cheval bien robuste, avec une belle crinière, des muscles comme aimé. Ouais, Rugourso. Oh, tu. C'est quoi, le cochon, elle a touché, maintenant ils n'en veulent pas. Ouais. Oh, Biciné. Il y en a un qui a la crinière vraiment comme toi, tu as vu, avec les petites mèches. Celui-là. Tu. Allez. Fais gaffe qu'il te donne pas un coup de pied. Oui. Allez. Tu. Tiens. Viens.
Pour des chevaux sauvages, je ne les trouve pas très farouches. Ces petits chevaux ont déjà côtoyé les humains, c'est certain. Mais depuis l'abandon du pastoralisme, de très nombreux animaux naissent en liberté dans les montagnes corses et acquièrent des aptitudes et des attitudes d'animaux sauvages. Le procédé n'est d'ailleurs guère récent, puisque le mouflon corse, par exemple, trouve son origine dans des moutons échappés et retournés à l'état sauvage, au premier temps du néolithique insulaire. La montagne a toujours été une zone de refuge, pour les hommes comme pour les bêtes. The flowers go le chardon d'Écosse. Aussi épineux soit-il, il est tout en douceur. En tous les cas, le plateau du Couchon, c'est vraiment l'endroit le plus paisible qui soit, tu trouves pas? Bon, tout avait mal commencé avec les cochons. Ça ne manquait de doute. Ben ça. Plus rien à se mettre sous la dent. Bon, ensuite, il a fallu improviser. Et ce qu'on va retenir le plus, c'est ce lieu de quiétude, les chevaux, la nature, le bruit du ruisseau. Dužaka! Te ne scocciava! Ne tuava! De che te... Oh! Torna au pastore. Allez, moi, il dit, et encore lui. Allez, C'est lui qui appelle? Allez. Adieu, Chardon. Adieu Couchon, tu veux dire. Elle va te poursuivre toute ta vie, cette histoire de fromage. Et t'inquiètera, quand on sera bien caché, et la prochaine fois, on trouvera bien un terrain d'entente. Hein. Il a vraiment pas l'air content. Et c'est où il ira. Lorsque l'on quitte cet écrin de verdure qu'est le plateau du Couchon, on retrouve l'aridité de la montagne insulaire, avec ses blocs polis par l'érosion et les glaciers d'antan, ses cascades de blocs éclatés par le gel, ses falaises verticales et ses crêtes redressées par les puissants mouvements tectoniques qui façonnèrent l'île il y a des millions d'années. On pénètre un univers minéral presque lunaire, où la végétation se fait rare, se limitant à des touffes herbeuses couchées par le vent, le plus souvent recroquevillées dans le creux des rochers. Le paysage est grandiose, à la fois magique et terriblement rude, beau et vertigineux. Et l'on se sent forcément très humble devant tant de majesté et de puissance, conscient de pénétrer un univers insolite, étranger à notre condition humaine, conscient d'approcher le divin. Le diable a sévi par ici et Dieu a puni les impies. Tu sais qu'on dit que tous ces rochers sont en fait une longue procession d'hommes pétrifiés? Puni par Dieu pour avoir cédé à la tentation du malin. C'est vrai qu'on dirait des sortes de pénitents encapuchonnés. Ah oui. Et la légende raconte que cet événement date de l'an 900 après Jésus-Christ, lors de la grande reconquête de la chrétienté sur les Sarrasins. Lorsque le pape a envoyé le fameux chevalier Hugo Colonne à la tête de 1000 fantassins, et ils étaient venus pour sortir tous les Sarrasins qui dévastaient complètement le pays, tous les Maures. Et oui, et ce preux-chevalier bouta les Maures hors de Corse. Et donc,
il reprit le château où les Maures étaient installés. Et là, à sa grande surprise, il a trouvé quelque chose d'exceptionnel. 7 sarrasines d'une grande beauté, une plus belle que l'autre. Et là, lui, il avait l'intention de les garder avec lui. Mais comme c'était le représentant du pape, il ne pouvait pas se permettre de constituer un harem. Donc, il décida de les offrir à un monastère qui se trouvait de l'autre côté, du côté de l'Alta Rocca. Et il envoya dépêcha des moines pour récupérer ces belles demoiselles. Alors les moines ont escorté ces demoiselles, sont passés par les massifs, ont traversé le col. Et bien sûr, eux, ils étaient encapuchonnés. Ils ne pouvaient pas se permettre de regarder ces beautés d'une puissance extraordinaire. Donc ils sont passés par ici et le diable a eu une idée ingénieuse. Il était malin, lui. Il a fait souffler le vent et là, les capuchons se sont soulevés. Et là, stupéfaits, ils ont vu le visage de ces magnifiques sarrasines. Et tout d'un coup, le tonnerre frappa et il pétrifia à jamais ces moines que l'on peut voir encore aujourd'hui tout autour de nous. Mais moi, je connais une autre version de cette histoire. Alors, une version selon laquelle les moines auraient effectivement pris ces jeunes femmes, mais pas pour les ramener dans leur monastère, mais pour les amener sur la côte, pour les vendre à un marchand d'esclaves contre une énorme quantité de pièces d'or, tu t'en doutes. Et c'est sur le chemin du retour, lorsqu'ils sont passés ici, sur cette montagne, qu'ils auraient été pétrifiés sur place, punis par la colère des dieux pour le mal qu'ils avaient fait. Ils voulaient christianiser les infidèles et les vendre. Plaît bien cette histoire. Tutti sti vradi petrificati. Enfin, tu sais que toutes ces légendes sont plus ou moins construites sur le même modèle. Eh oui. Toujours des hommes peu scrupuleux, qui transgressent des interdits ou qui commettent de gros méfaits. Ça. Sont toujours rattrapés par la colère divine. Et ici, les gens étaient très pieux. Et il y avait toujours des histoires entre Dieu et le diable qui s'affrontaient, et en tous les cas, qui laissaient des traces et des étranges curiosités dans le paysage. Ils vivaient tout simplement. A Goggia di l'Alcudine, regarde. Ils vivaient simplement, et puis la religion, c'était le ciment de la société. Et les légendes étaient là pour appeler l'existence du Dieu, de sa grande puissance et aussi de sa grande miséricorde. Et tu sais que de partout dans nos montagnes, dans les cols, sur les sommets, on a des oratoires ou des croix qui permettaient aux bergers, aux gens de la montagne, de pouvoir se recueillir, avoir un lieu de culte éloigné un peu des chapelles ou des églises conventionnelles. Et ils ne partaient jamais. Ils ne partaient jamais sans prier pour eux, pour leurs bêtes et aussi pour leur famille. Ah. Et là, on est sur le toit du sud de la Corse, sur l'Alcudine. De belles croix de bois. Faut la bichonner. C'est vrai que la société pastorale traditionnelle de la Corse était une société très pieuse et que les oratoires de montagne, ou même ces croix qui dominent les plus hautes crêtes, font partie intégrante du patrimoine insulaire, tout comme les légendes d'ailleurs, qui donnent du sens aux curiosités géologiques. Certains d'entre nous pensent peut-être que ces fables, où interviennent souvent le diable, Dieu, les saints ou les anges, et où le pécheur entêté est misérablement puni pour sa vilainie, que ces fables sont des histoires naïves et enfantines, des sortes de contes pour les simples d'esprit. Mais cela se trompe. Les légendes que véhiculaient autrefois les bergers répondaient d'une manière amusante et très poétique au besoin de décrire l'environnement qu'ils traversaient, de donner un nom aux lieux les plus insolites, aux rochers les plus extravagants qui pouvaient servir de repères dans le paysage. C'était une manière de lire le monde, plus que de l'interpréter, d'en apprécier les beautés et les mystères, sans toujours chercher à connaître la genèse des choses, dont on savait qu'elle impliquait forcément Dieu et sa force créatrice. En définitive, ces légendes nous enseignent une seule vérité, celle que nos anciens étaient plus poètes que savants.
Enfin, comment tu marches? On dirait une poule avec une fourchette. J'y arrive pas avec les bâtons. Et puis celui-là, il fait que du bruit. Tiens, t'as tic, 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 tic. Mais peut-être qu'il est mal réglé. Mais un bâton, c'est fait pour t'aider. C'est fait pour maintenir l'équilibre. C'est pas fait pour s'appuyer dessus comme ça. Moi, l'équilibre, je l'ai de naissance. J'ai pas besoin du bâton. En plus, celui-ci, c'est pas un bâton de berger. Il est tout touche-tourte, il est tout tordu. C'est pas ma faute, ça. Et la marche, c'est pas ça. D'ailleurs, je vais te le laisser. Il faut voir la marche comme une quête spirituelle. Il faut se mettre dans la peau d'un grec qui enseignait en marchant. Ou alors un moine qui associait prière et déambulation. Mais moi, je fais pareil. Je profite, je marche, je regarde la nature. Des fois, je lève la tête vers les cieux, je regarde les oiseaux dans le ciel, les lézards sur les rochers. Et ça, ces trous béants dans les roches, les taphognes. Je profite et j'essaye de comprendre comment ils sont arrivés là depuis la nuit des temps, avec l'érosion et compagnie, mais c'est toujours intéressant de voir des belles formes sculptées. C'est formidable. Mais tiens, ça fait partie d'une des curiosités quand même. Ah oui. Ça, c'est la vraie marche. Tu te reposes, tu te relaxes et tu observes. Et tu fais des découvertes. En même temps, moi, je prends du temps, je marche de longues heures, je fais des kilomètres et des kilomètres. Et tout ça, bien sûr, pour me ressourcer. Oui. Et oui, et aussi pour être vraiment concentré dans la nature et faire le vide. Mais tu sais, c'est pas faux ce que tu dis, parce que c'est vrai que la marche, ça libère le corps et l'esprit. Parce que quand tu marches, finalement, tu n'as que ça à faire. Penser. Eh oui. Tiens, regarde à quoi peut servir un bâton aussi. Allez, viens par là. Bon, j'adore marcher seul, mais j'aime aussi marcher en ta compagnie. Ah. Avec toi, côte à côte, tous les deux, toi et moi. En même temps, on n'est pas trop distrait par nos regards, nos gestes. Ouais, enfin, sauf quand il y a un bâton dans les mains. C'est beau, là, hein? Oui. Et dire que ce sont les naturalistes et les alpinistes qui ont découvert en tout premier nos belles montagnes de Corse. Eh oui, les alpinistes, ils sont venus nombreux en Corse. Ça a commencé après la Grande Guerre. Dans les années 20, il y a eu pas mal d'alpinistes belges qui sont venus ouvrir des voies sur le massif de Baville. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui sont venus, et ça, c'était aux alentours des années 1960. Et puis il y a eu Michel Fabricant. Ouais. On dit que c'était quand même un des précurseurs de la montagne en Corse. Et d'ailleurs, on dit que ce serait lui qui aurait tracé l'actuel GR20. Bon, c'est vrai que Fabricant avait sillonné toutes les crêtes de Corse, partie de Balagne, le Cinto, l'Icoudine, Baville. Et donc, il a tout notifié. Il n'a pas fait le chemin, mais il a fait son tracé, et on a repris son tracé pour créer le fameux GR20. Et ensuite, il y en a eu d'autres, 1960, des Allemands qui sont venus aussi, hein, Vermeer Krau, un excellent alpiniste. Ensuite, il y a eu Gilbert Carpentier, et après, bien sûr, Jean-Paul Cuiligi, qui est venu gravir ces montagnes et qui connaît tous les mystères de Baville. Et puis il y a eu aussi des expéditions scientifiques dans ces massifs. Ne serait-ce que pour recenser la faune, la flore, et puis la géologie. Regarde toutes ces montagnes, tous ces rochers. Eh oui, il y a eu de grandes expéditions. Alors, ils se baladaient avec leur carnet, des scientifiques, des botanistes. D'ailleurs, Roland Bonaparte, c'était en sorte, on va dire, un précurseur, parce que lui, il avait gravi le Monte d'Or et s'intéressait à la botanique. C'est lui Donc, qui t'a inspiré. Hein. Oui, un petit peu, il faut le dire. Donc, Roland Bonaparte est venu en Corse. Et ensuite, il y a eu, je crois, en 1908, René de la Litardière. Quand lui m'a inspiré grandement. Hein. Et lui, il a parcouru un petit peu toutes ces montagnes. René de Litardière. C'était un grand botaniste qui était vraiment passionné de montagne. Et tu sais d'ailleurs qu'on lui doit la découverte de plusieurs taxons endémiques en Corse, et dans les Alpes aussi. Et oui, lui, il avait parcouru le Cinto. Et s'il avait traîné quelque temps à Baville et sur l'Incudine. Et bien entendu, il y en a eu d'autres par la suite. Il y avait tout un corps expéditionnaire de botanistes. Il y avait Henri Fabre, aussi Esprit de Requiem, qui ont découvert toutes les petites plantes que l'on peut trouver aujourd'hui en Corse. Ici, c'est vraiment le paradis pour les plantes. C'est vrai. Hein. Ils étaient à la recherche de la fleur rare, la petite fleur. Mais ils ne venaient pas seuls. Parce qu'en fait, toutes ces expéditions étaient ouvertes à un large éventail de scientifiques différents. Il y avait tellement à voir. Tu imagines un petit peu le terrain de jeu extraordinaire pour eux. Le paradis pour le végétal.
À la suite des bergers, ce sont les botanistes, les géologues, les entomologistes qui parcoururent la montagne insulaire, répertoriant et classifiant chaque pierre, chaque plante, chaque insecte. Ils leur donnèrent des noms barbares, souvent incompréhensibles et totalement dépourvus de poésie, faisant entrer l'île dans la civilisation moderne, avec ses arborescences de petites cases bien rangées et bien définies. Il ne faudrait pas pour autant croire que la poésie s'est effacée devant la puissance de la rigueur scientifique. Non, la poésie tient à la magie de ces massifs et à l'émerveillement qu'ils suscitent, et cela est immuable, quels que soient les modes et les siècles. Cette intemporalité des choses est probablement une des plus belles leçons que l'on peut déduire des légendes véhiculées par les bergers d'antan. Elles qui nous parlent avec simplicité d'un monde merveilleux. Ah, qu'est-ce qu'on est mieux sans bâton, hein? Allez, Karine. J'arrive. Là, je suis trop bien. In incanto. Je suis en phase avec cette belle nature. Je me ressource. La petite balade de Paul. Et... Regarde cette nature, n'est-elle pas formidable? Bah oui, c'est magnifique ici. Ah. Mais voilà, regarde. On va passer par là. Hein? Là. Bah oui, pourquoi pas. Et moi, je fais de la randonnée, je pratique pas l'escalade. C'est pas si difficile que ça. Et puis, à mon avis, c'est vraiment le chemin le plus rapide. Viens, on va monter là. Hein? Là. Allez. Bon, là, c'est vraiment pas compliqué. Ah, encore plus facile qu'un mur d'escalade. Ouais. Mais je veux pas voir ça, non. C'est simple comme un bonjour. Ouais. Comment je vais faire pour monter là, moi? Je vais sortir mon quartz rose qui va peut-être me donner... Et mais bon, avec ça, les vertus de minimiser les vertiges, je ne crois pas trop. Hein. L'histoire, elle marche pas. Hein. Elle dit à brouhaha. Hein. Comment je vais faire là? Pareil que moi. Ah, je veux pas regarder. Mais tu regardes pas en bas, enfin. Eh bien, reste bien collé à la paroi et tu t'accroches à ce qui dépasse. C'est pas compliqué. J'arrive pas là-haut. Allez, monte. Faut pas que je regarde. Regarde là-haut. Hop, 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 hop. Regarde pas en bas. Regarde là-haut. C'est beau. Ouf, ouais. Qu'est-ce que tu disais, le quartz rose? Mais ça n'a rien à voir avec le vertige. Eh oui. Non, jamais entendu. Qu'est-ce que tu as entendu sur le quartz rose? Moi, j'ai entendu que la quartz rose était une pierre excellente pour tout ce qui était relation affective, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Parce qu'en fait, c'est une pierre qui va vraiment attirer toutes les énergies négatives et qui va les transformer en douceur, paix, amour.
Voilà ce que j'ai entendu du quartz. Oui, mais en même temps, elle te préserve parce que cette pierre, figure-toi que avec ça, je dors comme un bébé. J'ai pas d'insomnie, j'ai plus de rides. Oui, magnifique. Et normalement, ben, pour les vertiges, c'est bon. Si tu l'as avec toi, tu risques rien. C'est vrai qu'on l'utilisait dans l'Égypte ancienne, en cosmétologie, parce que justement, c'est une pierre qui purifie, qui affine le teint, qui empêche le vieillissement, du moins qui le ralentit, qui rend heureux, enfin qui est parfaite, cette pierre. Et oui, et on doit le quartz rose à la déesse Aphrodite. Tu sais qu'Aphrodite, c'était la déesse la plus jolie qui puisse exister sur Terre. Et comme tu le sais, elle avait beaucoup d'amants. Et un jour, elle invita un de ses amants, son préféré, Adonis, dans un massif comme celui-ci. Donc, elle invita quelques jours. Et lui, un jour, il a décidé d'aller à la chasse. Et il est parti toute la journée. Et il s'est fait attaquer par une bête sauvage, un sanglier. Et le sanglier n'était autre que Arès, qui était l'amant officiel d'Aphrodite. Eh oui. Lui, il en voulait à mort à son concurrent. Donc, ils se sont battus dans le massif. Et là, Aphrodite, elle était accourue à son secours. Et donc, en allant à son secours, elle s'est griffée sur des ronces et elle a trouvé Adonis mortellement blessé. Et là, les deux sangs se sont mêlés et a jailli le quartz rose. C'est pour ça que les Grecs, depuis longtemps, disent que le quartz rose est la symbolique de la beauté et de l'amour. Et on dit aussi qu'Eros aurait introduit le quartz rose sur Terre, justement pour que cette pierre puisse donner l'amour et la passion aux hommes, et non la haine et la colère. Ah ben c'est très beau, je savais pas tout ça. Ouais, et cela, je la garde depuis ma naissance dans la poche. Parce que là, je ne sais pas par où on va passer. Bon, dans tous les cas, on est protégé avec ta belle pierre. Bah, on va aller un petit peu plus haut puisqu'on est là, non? Ah bah, je t'aiguille. Dans ce monde entouré de poésie et de magie, les pierres vibrent et transmettent de l'énergie. Le quartz rose est un cristal d'amour, né du sang mêlé d'Aphrodite et d'Adonis. Les rochers sont des êtres pétrifiés pour avoir transgressé des interdits. Les majestueuses aiguilles de Bavel incarnent des géants de pierre postés sur le sommet de l'île, tels des gardiens éternels. Entre ces hautes cimes, les éboulis de roches se métamorphosent en ruines et l'on croit deviner les murs effondrés d'anciennes cathédrales célestes. Tandis que sur les pentes, des trouées de verdure deviennent les chemins qu'empruntaient jadis les ouvriers qui édifiaient ces monuments divins. Tout le paysage se transforme, s'anime et se réinvente au gré de l'imaginaire. Au moment où se termine ce fabuleux voyage, sur les flancs d'une de ces étonnantes tours de Bavel, je sais que vous avez plus que quiconque conscience de l'incroyable richesse de ce massif insulaire. Vous qui savez prendre le temps d'observer la nature et d'en comprendre la magie. La chose paraît simple, elle est en réalité complexe. Car pour apprécier les trésors de cette montagne merveilleuse, il faut avoir gardé une âme d'enfant, capable de s'émerveiller de toute la beauté qu'elle prodigue, de ses reliefs, de ses couleurs, de ses extravagances. Regarde ce que j'ai trouvé. De belles petites pommes de pin. Parfaites. Des cônes de la Ricci. Et moi Regarde. aussi, j'en avais une. Oh, une verte. Tout est verte. Eh oui. Et tout part d'une fleur. Enfin, le chaton mâle et femelle qui vont polliniser. Et ensuite, on va avoir la petite pomme de pin.
Au début, elle va être verte et ensuite, elle va mûrir. Elle va devenir d'une couleur chamois ou brun clair. Et à l'intérieur vont se libérer des graines. Et ces graines, qu'est-ce qu'elles ont? Des ailettes. Et avec les ailettes, quand le vent il souffle un petit peu, elles vont se répandre dans tout le massif. Et vont donner naissance à des pins. Regarde-moi ça, ils poussent sur des cimes un peu partout. Tu te demandes comment? Bah, des endroits vraiment incroyables. D'ailleurs, on se demande comment ils arrivent à pousser dans des infractuosités comme ça, avec si peu de terre. Ouais, c'est phénoménal. Quand tu penses que la graine elle va s'en aller sur des kilomètres, pan, elle va donner naissance à un pin riche qui va mettre des années. Il y a des arbres, ils doivent avoir 300, 500 ans. C'est majestueux. Parfois, c'est même les oiseaux qui les emportent. Eh oui, les citelles ou les becs croisés des sapins, comme ils naviguent par ces montagnes, ils vont les laisser après tous ces pins riches qui culminent. Certains, ils ont 50 mètres de haut. Alors ce qui est beau, c'est que ici, dans les aiguilles, tu as le vent qui les travaille. Il y en a, ils sont tordus, ils ont des cimes aplaties. Alors qu'en forêt, c'est tous les mêmes. Là, c'est extraordinaire. C'est vrai. Des formes tout à fait incroyables. Tu crois qu'il pourrait nous jouer une mélodie? Là. Je sais pas. Bon, c'est vrai que toi, tu as des dons un peu particuliers. Tu as un peu matière, tu fais l'eau, tu et tout. Moi, par contre, je sais parler aux arbres. Eh bien, justement. Et je peux les faire jouer. La dernière fois. Allez. Bon, puisque tu y tiens vraiment, allez. Silence. Bon, d'abord, il me faudrait une baguette. Je cherche une baguette. Ah, mille. On a bon. Ah. Préparez-vous. 4, 3.